Un grand merci aux organisateurs de cette formidable journée. Je suis très impressionnée par le public fort nombreux à Fondettes pour parler du TDAH et d'autres troubles du neurodéveloppement. Alors bon, je vous ai mis la Loire, mais c'est pas Fondettes. Vous savez très certainement de quelle ville il s'agit. Mais c'est quand même pour illustrer, donner un petit coup de projecteur sur cette belle région. Voilà, mes liens d'intérêt, très rapidement, les liens d'intérêt publics et autres. Et je suis aussi la présidente de la Société française du TDAH, qui est une société, je vous en dis 3 mots, c'est une société pour les professionnels investis et qui s'intéressent au TDAH, donc professionnels de tout type de profession réglementée, qui s'occupent des soins et de l'aide aux personnes concernées. Donc on va parler des stratégies et des programmes pour les familles et en particulier pour les familles d'enfants et d'adolescents, puisque je suis psychiatre pour enfants et adolescents et je suis donc au CHU de Tours, je suis chef de service et je vais vous montrer un petit peu notre stratégie d'implémentation. Alors notre stratégie d'implémentation, elle part du principe que nous essayons bien sûr déjà de comprendre quels sont les programmes pour les familles qui ont déjà fait la preuve de leur intérêt, de leur efficacité. Ensuite, on met en place dans le service, on a un retour des parents et des participants qui nous permettent d'améliorer et d'adapter les interventions qui viennent quand même assez souvent du monde anglo-saxon, donc parfois ça nécessite qu'elles soient adaptées et parfois aussi un peu modernisées parce que parfois les interventions ont été créées par exemple avant l'apparition de l'usage d'Internet par les jeunes et évidemment on a des questions de modernisation et ensuite on procède si possible et si les financements nous le permettent à une évaluation plus structurée. Alors je vais vous faire un petit peu je vais raconter une histoire en fait. Je vais raconter l'histoire de l'implémentation de ces programmes au CHU Montpellier en commençant par les tout premiers qu'on a pu mettre en place environ dans les années 2010, les premiers, et puis jusqu'à maintenant. Donc on a commencé à faire des programmes familiaux. Alors moi j'utilise l'acronyme PEHP, qui sont des programmes d'entraînement aux habiletés parentales, et on a commencé par des programmes qui sont relativement standards. Par exemple, peut-être que vous avez entendu parler du programme de Russell Barclay, qui est un programme tout à fait classique de PEHP pour les parents d'enfants avec un TDAH et aussi des comportements défis divers et variés, parfois avec un diagnostic de trouble oppositionnel associé, parfois c'est juste que c'est parfois compliqué quand on a des troubles de l'attention de faire les routines du matin et du soir, etc. ou d'être... de respecter les règles de vie familiale et les parents peuvent être là, avoir besoin de soutien. Ensuite, on a fait évoluer les contenus, comme je vous ai dit, puisque les parents, on a remarqué qu'ils avaient énormément de questions, notamment autour, par exemple, de la gestion des écrans. C'est quelque chose qu'on a rajouté à notre programme. On a aussi rajouté un programme de gestion du temps, parce que c'était pas très développé dans le PEHP initial. Et on a aussi proposé une partie dans le programme qui est sous coordination médicale parce qu'il y avait beaucoup de questions sur les traitements médicamenteux et que pour éviter que ça envahisse complètement la discussion autour des stratégies parentales, on a mis de la psychoéducation un peu spécifique. Ensuite, on a développé, et vous voyez là, notre capacité d'accueil pour chaque groupe était aux alentours de 10 à 20 familles. Puis on s'est dit, mais bon, ça pose un problème énorme d'accessibilité, puisque nous, on a un service avec des suivis, si vous voulez, c'est une consultation hospitalière pluridisciplinaire qui fonctionne comme un CMP, et on a environ 450 nouveaux diagnostics par an. Au moins. Et je parle que pour le TDAH, donc sur une demande où on accueille environ 1000 nouvelles demandes par an, et toutes ces demandes ne sont pas des évaluations, ce sont des évaluations et des suivis.
D'accord, la plupart du temps, c'est des suivis. Donc on s'est dit, mais on n'y est pas du tout. Et on a du coup développé un PEHP dit intensif sur 2 jours, avec une capacité d'accueil bien plus importante de 60 familles. Alors ça, c'est venu du fait que ma collègue qui avait développé, qui avait déjà mis en place le PEHP standard, a fait un stage, vous savez, pour attraper les points du permis de conduire. Et en fait, c'est ça qui l'a inspirée. Elle m'a dit, mais écoute, il faut qu'on fasse ça sur 2 jours. On se bloque 2 jours, les parents peuvent se bloquer 2 jours sur leur agenda. C'est beaucoup plus facile que de venir entre midi et 2 ou le soir. Ça ne convenait jamais à tout le monde. Donc on a fait le PEHP intensif. Puis est arrivée une situation où on s'est dit quand même, on a gardé le PEHP traditionnel, donc hebdomadaire, puis on avait le PEHP intensif, puis on s'est dit oui, mais bon, il y a des familles pour lesquelles ça suffit pas du tout, donc on a essayé de chercher des programmes autres, plus sur les comportements d'opposition et de violence intrafamiliale beaucoup plus sévères que la moyenne, on va dire, habituelle dans notre... voilà, dans le TDAH, on va dire simple. Et on a pu faire une collaboration dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, une étape d'après, c'est la thérapie multisystémique. La thérapie multisystémique, c'est une intervention dans les familles, mais elle est individuelle. Donc on va auprès des familles, au domicile ou ailleurs. Il n'y a aucune séance qui se passe à l'hôpital. Pour la thérapie multisystémique, c'est quelque chose dont je vais vous parler aussi un petit peu. Puis on a aussi essayé, ça c'est l'équipe de Nîmes avec laquelle on a collaboré sur un projet de PEHP avec des contenus plutôt visant plutôt la gestion des émotions, et on a pu faire des groupes parallèles enfants et adultes et parents. Et puis après est arrivé le Covid. Donc quand est arrivé le Covid, autant dire qu'on a tout de suite, on s'est dit, bon, ben, on va passer en ligne. Et en passant en ligne, évidemment, on a passé en ligne le PEHP intensif et la résistance non violente, et vous voyez les capacités enfin voilà, maintenant on a des séances de 120 par an. Alors évidemment ça change les modalités, mais ça nous permet quand même de proposer à toutes les familles, et c'est ça que je vais vous montrer maintenant, ça permet d'aller plus près de notre objectif. Notre objectif étant, c'est là que ça fonctionne mieux. Je voulais en fait le pointeur est au milieu, je suppose. Voilà, le pointeur. Donc, alors, on a, ça je vous en parle pas trop parce qu'on a aussi des programmes vraiment pour les petits qui sont le programme Incredible Years, c'est vraiment pour la phase pré-diagnostique. Mais j'ai pas le temps de trop rentrer dans le détail. Nous, ce qu'on voulait en tout cas, c'est que 100% de parents ou d'aidants aient des connaissances actualisées, maîtrisent les stratégies éducatives de base. Et c'est pour ça qu'on a développé donc, ces volets de psychoéducation et de PEHP. Et je vais vous montrer maintenant, ça s'appelle le programme PEPS, Programme d'entraînement parental spécifique. Et c'est ce format de 2 jours qui est en ligne, mais qui peut aussi être en présentiel, et puis qui peut aussi évidemment être redécomposé avec des séances hebdomadaires ou toutes les 2 semaines. Les objectifs sont la diminution des stratégies non productives ou stratégies négatives, renforcer les stratégies parentales positives, diminuer le stress parental et améliorer la communication intrafamiliale. Et puis ensuite, on a les renforcements, donc soit du présentiel, plus intensif quand même, la résistance non violente, et il y a d'autres types de programmes ensuite qui concernent notamment des adolescents suicidants. Alors, en parallèle pour les enfants, il y a le même objectif, un objectif de 100% des enfants et adolescents sensibilisés avec des modules de psychoéducation pour adolescents et aussi pour enfants, moi et mon TDAH. Donc ce sont des séances de groupe pour les enfants et qui permettent d'actualiser les connaissances, de renforcer des compétences d'autorégulation, de développer la communication, socialisation et aussi de faire régulièrement des retours d'informations aux parents, puis des programmes de renforcement sur l'anxiété, sur les comorbidités, affirmation de soi, estime de soi, tous les apprentissages, et puis le programme 15 pour les suicidants. Et il y a aussi des programmes diagnostic pour les renforcements de l'autorégulation comportementale. Juste pour information, ces programmes ne fonctionnent pas
lorsque le parent ne s'engage pas dans les stratégies. En fait. Les enfants ne sont pas capables de généraliser à partir de ces programmes-là s'il n'y a pas des parents ou des aidants qui font ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. En tout cas, pas dans le TDAH. Donc je vais vous montrer maintenant un petit peu plus, de façon un tout petit peu plus détaillée. Alors, moi, on ne m'a pas mis le time timer, mais j'espère que vous me ferez des signaux. Les composantes de base du PEHP, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un volet de psychoéducation, c'est-à-dire qu'on explique ce que c'est, que les différents troubles, le TDAH, le trouble oppositionnel. Mais bon, on ne passe pas énormément de temps parce que c'est pas, vous verrez que c'est pas c'est pas finalement, c'est pas ça le socle du programme. C'est par ça qu'on débute souvent. Mais il y a des programmes qui n'ont pas nécessairement ce volet-là, notamment dans les programmes où il n'y a pas encore chez l'enfant un diagnostic très défini. On commence par des aspects comme observer l'enfant, accepter les jeux dirigés par l'enfant, alors ça c'est pour les enfants plus jeunes, chez les ados c'est un peu différent, et le moment spécial, c'est-à-dire on demande aux parents de prévoir dans la semaine vraiment des moments où ils sont à disposition de leur enfant, sans téléphone, sans tâches professionnelles, sans tâches ménagères et autres, et voilà, donc on essaye de commencer déjà par ça, et puis on leur demande de bien identifier les comportements de leur enfant, les comportements problèmes ou défis, mais aussi les comportements positifs. Et un vrai socle de ce programme, c'est de porter le focus de l'attention parentale sur ce qu'on appelle les comportements opposés contraires, c'est-à-dire les comportements exactement à l'inverse des problèmes, des comportements problématiques. Donc on essaye de faire en sorte que l'attention parentale soit pas attirée par les comportements problématiques, mais par les opposés de ces comportements-là. Et puis on va décomposer pour chaque type de comportement, on va leur apprendre à bien identifier les antécédents et à modifier les antécédents du comportement éventuellement, en donnant par exemple des instructions spécifiques. Donc, la situation type, pour vous donner un exemple, c'est apprendre à aller au supermarché avec son enfant avec un TDAH. Donc on donne des instructions spécifiques, on fractionne les tâches, on se prépare, on adapte le contexte, c'est-à-dire qu'on fait moins long, on fait avec, on donne la scanette, on donne des tâches, on fait des choses, et puis on fait du modeling, c'est-à-dire on peut par exemple montrer l'exemple à l'enfant de façon très générale, mais aussi quand il s'agit d'apprendre des séquences de choses. Les routines sont très très difficiles souvent pour les enfants avec un TDAH, donc le modeling est super important. Et puis, une fois que ça c'est fait, on s'attaque aux conséquences et on essaye d'appliquer des conséquences telles qu'elles augmentent la fréquence du comportement désirable. Donc on essaye de mettre en place d'abord l'attention parentale dirigée sur le comportement positif de l'enfant, et puis on renforce, j'ai laissé le terme anglais, on renforce le comportement approprié, alors par l'attitude parentale, par les félicitations, par le fait de vraiment manifester son encouragement et voilà, son plaisir et sa joie. Et puis évidemment parfois là on peut aussi bien sûr mettre en place des stratégies beaucoup plus sur des renforcements un petit peu plus externalisés, et assez souvent on utilise pour ça des jetons chez les enfants plus petits. Alors évidemment vous allez me dire oui, mais chez les ados, chez les adolescents, le renforcement positif fonctionne très très bien, mais on utilise d'autres moyens et on utilise beaucoup plus les techniques de compromis et de valorisation bien sûr du dialogue constructif. Et puis les comportements des filles, on va essayer d'appliquer des techniques d'extinction qui sont des techniques de thérapie cognitivo-comportementale, c'est-à-dire qu'en fait sur les comportements indésirables un peu mineurs, on va essayer de ne pas leur donner tellement d'attention et d'appliquer des conséquences logiques, donc éventuellement des retraits de privilèges ou quelque chose comme ça, mais il faut que ce soit plutôt rare. Tout le reste, c'est quelque chose de très fréquemment utilisé, et si on utilise ça très fréquemment et ça très fréquemment, normalement, on n'a pas besoin de beaucoup de conséquences logiques ou de time-out, si vous préférez, chez les enfants plus jeunes. Alors, l'efficacité des PEHP, c'est quand même important. Ce programme
ces programmes sont bien évalués. Ce qu'on sait très bien, c'est que les évaluations par les parents directement, c'est-à-dire par les personnes directement impliquées dans les programmes, donnent de meilleurs résultats que quand on demande aux enseignants, par exemple, ou quand on demande aux observateurs tiers de l'enfant. On ne va pas avoir probablement une très forte généralisation sur toutes les situations. Mais il y en a quand même sur les symptômes externalisés, notamment, donc sur ce qui est par exemple opposition. On a une efficacité qui est quand même régulièrement démontrée, et aussi sur les facteurs parentaux, comme par exemple les facteurs parentaux, ça va être le sentiment d'efficacité parentale, ça va être l'ambiance aussi, l'ambiance familiale. Et ces facteurs-là bougent plus que les symptômes de TDAH en eux-mêmes, d'accord ? Donc l'auto-efficacité parentale, et puis aussi on a des effets sur le bien-être psychologique parental. Ce qui est très important à avoir en tête, c'est que ces programmes ont démontré un effet protecteur sur l'évolution plus tardive de l'enfant, notamment lorsqu'il y a des facteurs de risque, notamment lorsque les symptômes de TDAH sont sévères, lorsqu'il y a des symptômes ou un diagnostic de trouble des conduites, ou si le parent est isolé. Alors, quels sont les composants finalement qui sont efficaces? Est-ce que toutes les composantes ont la même efficacité? On a maintenant des études intéressantes qui montrent que finalement, les différents composants que je vous ai un peu décomposés n'ont pas toujours le même effet. Notamment, la modification des antécédents, elle produit des effets rapides. Parce que vous changez le contexte dans lequel apparaissent les comportements, et ça, évidemment, ça a un effet qui va assez vite, et qui permet de bien augmenter le sentiment d'efficacité parentale et aussi les facteurs psychologiques parentaux. Les techniques de renforcement positif, elles ont des effets plus tardifs parce qu'elles se basent sur la nécessité de créer des habitudes chez l'enfant. Donc logiquement, ça va beaucoup plus lentement, mais ça améliore le fait que les parents n'utilisent plus ou beaucoup moins des stratégies non constructives. Et les stratégies non constructives, c'est bien sûr, on pense à tout ce qui est se fâcher, crier, s'énerver, ou appliquer des punitions, ou alors appliquer des menaces. En fait, menacer l'enfant, et puis après, ne rien faire derrière. Hein. Évidemment, c'est ce qui se passe très souvent, même dans l'éducation d'un enfant tout à fait lent. Donc après, on sait que la composante de psychoéducation, je vous en parlais tout à l'heure, elle est relativement négativement corrélée aux variables parentales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, plus on fait durer la psychoéducation, plus ça angoisse les familles. Okay? Donc c'est pas tant le fait d'apporter beaucoup d'informations, il faut apporter surtout le savoir-faire, les stratégies, entraîner les stratégies et insister beaucoup sur la vraie vie. Bon, après, il sera toujours temps probablement de répondre aux questions des parents, mais ça se fait aussi dans le suivi, à partir du moment aussi où les parents ont une certaine habitude du diagnostic, qui se sont informés, etc. Mais fournir toute la psychoéducation alors que le diagnostic vient d'être posé, c'est peut-être pas ce qu'ils peuvent absorber en fait. Alors vous me direz, parce que c'est important vous êtes plein de parents là, donc c'est intéressant d'avoir votre avis. Et puis on a des effets de médiation qui sont intéressants, c'est-à-dire que là on a aussi montré que des changements positifs des attitudes parentales, alors que ce soit les attitudes affectives, la chaleur parentale par exemple, et les comportements parentaux, c'est-à-dire les stratégies éducatives en tant que telles, sont associés à l'amélioration du fonctionnement chez les enfants et à une diminution des stratégies non constructives. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important donc, sur le fonctionnement. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des programmes en ligne, la numérisation des PEHP. Donc on a fait une étude pilote sur 2 sessions-là et on voulait l'avis des parents sur le contenu, sur le format, mais on s'est intéressé à leur motivation au changement et on leur a demandé des suggestions. Alors, les participants, ce qui est intéressant à noter, on avait 68% de mères, 13% de mères et de pères et 18% de pères. On n'a jamais eu autant de pères. Hein? Non, mais
on n'a jamais, parce que dans les programmes, quand vous êtes 20 autour de la table là, avec les PEHP traditionnels, il n'y a que les mères. Il y a un égaré de temps en temps, un égaré, qui est super mal à l'aise, qui se sent totalement pas au bon endroit. Alors qu'en ligne, non, en ligne c'est beaucoup plus facile. Les parents, ils interagissent par le chat en ligne. Ils ne sont pas obligés d'intervenir. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi se réfugier, ils peuvent écouter de façon comme ils veulent. Ils peuvent être en multitâche, ils peuvent faire éventuellement autre chose à côté, etc. Bref, on leur donne le matériel aussi. Mais on a plus de pairs que dans les programmes. Puis surtout aussi, on peut faire venir en ligne là les gens qui habitent loin. Je ne pouvais jamais venir à un groupe qui ont beaucoup de travail, parce qu'il est toujours possible quand même, la plupart du temps on peut poser 2 jours dans une stratégie et puis en plus ils peuvent refaire le programme. C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire, on a ce programme en ligne tous les trimestres, donc si on l'a fait une première fois et qu'on a trouvé que il y a vraiment beaucoup d'informations, on a envie de le refaire, on peut le refaire. Moi il y a des parents qui me demandent de le refaire plusieurs années après l'avoir fait la première fois. Et ce qu'on peut regarder là, c'est que les participants disent que 50% d'entre eux envisagent de modifier au moins une de leurs stratégies. Alors parfois c'est juste le questionnaire qu'on a utilisé après leur participation, et on a des parents qui disent plutôt qu'ils vont vraiment se concentrer sur les stratégies parentales plus que sur le fonctionnement familial, qui est certes plus compliqué à faire bouger. Alors, forte motivation au changement pour ces stratégies-là: crier, se fâcher, être inconséquent ou céder à l'enfant quand on a décidé au départ de ne pas céder. Ça, c'est ce qu'ils ont trouvé là où était la plus forte motivation. Le nombre de stratégies susceptibles de changer était corrélé avec le score de stratégies non constructives au départ et avec le score de relations parents-enfants conflictuelles. Il est sûr que dans ce type de programme, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas besoin de changer plein de stratégies parce qu'ils les utilisent en fait déjà, et ils sont juste renforcés un peu la dynamique de groupe aide aussi un petit peu là, mais il y a des parents qui viennent de beaucoup plus loin et qui ont besoin de modifier pas mal de choses. De façon relativement, les stratégies les plus difficiles à utiliser sont plutôt l'utilisation de l'économie de jetons et le time-out, donc le fait de proposer à l'enfant, quand il est très agité, en colère, de se mettre un petit peu dans un endroit à part, de façon très courte, c'est très bref. Le time-out, c'est de l'extinction de stimulation autour de l'enfant. C'est plus difficile à utiliser. Ce qu'on a vu de façon générale, c'est qu'il est plus facile de diminuer des stratégies négatives que d'implémenter de nouvelles stratégies. Okay, ça, c'est plus, c'était le premier truc qui bouge, c'est le fait de faire moins tout ça. Et puis, ce que les parents prévoient d'intensifier, le renforcement positif, le moment spécial et le fractionnement des tâches. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble le programme, ça c'est le livre de Nathalie Franck et de mes collaborateurs sur le programme PEPS. Donc c'est le manuel c'est le manuel pour les thérapeutes, mais il est tout à fait lisible par les parents. Donc c'est juste le détail du programme. Après, on a dépendé aussi les préférences. Alors 54% préférés en ligne, 42% préférés quand même du présentiel, mais qui peuvent aussi faire. Et puis après, il y en a qui ont une préférence particulière. Alors, les forces et les faiblesses de ce programme en ligne. L'accessibilité, plus de pairs, on en a déjà dit. C'est aussi très facile à proposer avant la mise en place du traitement médicamenteux. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que souvent, quand on met en place le traitement parce que c'est urgent, parce que l'enfant est vraiment en grande difficulté, et qu'on dit aux parents, il y a aussi les PEHP, et que les parents, et que l'enfant a déjà eu le traitement parce que pour des raisons d'organisation et de temps, ça n'a pas pu se faire autrement, les parents, ils ne viennent plus au PEHP. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est une longue expérience. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile de se remobiliser parce que, quand même, il y a une certaine efficacité du traitement, et du coup c'est plus difficile de se remobiliser sur la gestion plus large dans l'environnement. C'est aussi beaucoup plus facile à utiliser pour les intervenants
Pour la régulation de groupe, c'est beaucoup plus simple. Surtout quand on avait le programme en 2 jours intensifs avec 60 participants par an, comment dire, ça pouvait être difficile d'avoir une répartition de parole équilibrée, si vous voyez ce que je veux dire, et les praticiens n'arrivaient pas à terminer le programme dans le temps dévolu. Ensuite, il y a bien sûr des opportunités. Nous, on l'utilise maintenant beaucoup, ce programme, pour aller plus vite que notre liste d'attente. Donc notre liste d'attente, elle est ce qu'elle est. Il y a une consultation infirmière maintenant pour beaucoup de situations. Et cette consultation infirmière, elle est staffée médicalement. Et parfois, on dit, ou on déclenche le PEHP, on propose le PEHP à ce niveau-là, c'est-à-dire avant la première consultation médicale, notamment si déjà en ville, le pédiatre ou le médecin généraliste avait une forte suspicion de TDAH ou éventuellement de troubles oppositionnels. Ça fonctionne aussi pour les troubles externalisés, bien sûr, de façon générale. Donc, ensuite, on a parfois mis des sessions de booster, ça dépendait un petit peu de l'organisationnel. Et puis, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on fait un tronc commun avec tous les parents, et ensuite, on prend dans 2 salles séparées, sur Zoom, les parents d'ados et les parents de plus jeunes, parce que c'est quand même pas tout à fait les mêmes stratégies, on n'utilise plus exactement la même chose. Pour les adolescents, c'est beaucoup autour du dialogue, de la gestion des compromis, de la gestion des écrans, bien sûr. Alors, après, il y a des faiblesses. C'est un challenge attentionnel pour les parents, c'est sûr. Il n'y a pas de devoir. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment entraîner les stratégies. On livre tout en un bloc. Mais après, ça peut être repris en consultation, par exemple. Les jeux de rôle sont aussi assez limités en ligne, bien qu'on puisse les faire en théorie. Puis, il faut de l'équipement. Il faut que la famille soit équipée d'un ordinateur ou d'un smartphone. Ça marche sur smartphone, bien sûr. On a des menaces. Alors, qu'est-ce qu'on a comme menace ? Le plus gros problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de valorisation correcte de ce type d'activité. Pourquoi ? Parce que si on l'a fait à l'hôpital, par exemple, on est obligé de faire des étiquettes pour l'enfant et pas pour les parents, alors que l'enfant n'est pas là. Donc, c'est déjà un problème, en fait. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On mobilise une équipe multidisciplinaire sur 2 jours. Est-ce que c'est de l'hôpital 2 jours? Est-ce que c'est de la consultation? Il n'y a pas de valorisation. En fait, il n'y a pas de traçabilité correcte pour nos actes, là. Donc voilà, ça c'est toujours, ça revient aussi au problème du financement. Les gens qui veulent faire ça en ville, ils ont énormément de problèmes aussi à s'organiser pour valoriser ça correctement. Après, il faut quand même beaucoup de formation et il faut des personnes très expérimentées. Et nous, on a la chance qu'on a une équipe multidisciplinaire. Donc, il y a un bout de programme qui est fait par le médecin, un bout de programme par une psychomotricienne, ça peut être un infirmier ou une infirmière. Mais en tout cas, les gens sont extrêmement formés, connaissent très très bien le TDAH et ils ont aussi l'expérience de la gestion des groupes. Et puis, il faut qu'on développe la recherche, notamment sur les formats en ligne. Je vous montre très très rapidement, ça c'est le programme avec la composante de gestion émotionnelle. Donc, c'est des ingrédients de pleine conscience, de mindfulness qui sont dans le programme parental. Et on propose en parallèle un programme TCC et émotionnel pour les enfants. C'est donc une 3e génération de thérapie cognitivo-comportementale axée sur les compétences émotionnelles. Là, on a fait une recherche avec Nîmes, donc c'est Nîmes qui a coordonné cette recherche pour les enfants de 7 à 15 ans et leurs parents. C'était un essai randomisé. Je passe sur les détails, ça c'est le monde inclus. On a fait 16 sessions et des visites de suivi à 5 mois et à 8 mois. Et le critère de jugement principal, c'était la diminution des symptômes de TDAH à 8 mois. Donc vous voyez que ça a plutôt bien marché parce qu'on a comparé ça à un programme de PEHP traditionnel. Et en fait, sur beaucoup de dimensions, et notamment sur les scores de TDAH, on avait plutôt une meilleure efficacité à 8 mois du programme avec la composante émotionnelle et la composante enfant qui se faisait en même temps que le groupe parent. Donc ça a amélioré les symptômes de TDAH, mais aussi le fonctionnement global de l'enfant, le niveau d'anxiété.
Ça n'a pas bougé pour l'estime de soi et ça a permis aussi de réduire les stratégies coercitives parentales à 5 et 8 mois. Par contre, il n'y avait pas de différence sur la qualité de vie ni sur la dépression parentale, mais qui n'était pas extrêmement élevée dans ce groupe. Par contre, ça a diminué l'anxiété des parents. Alors, c'est pas toujours suffisant de faire ça. C'est pour ça qu'on utilise la résistance non violente. La résistance non violente, qu'est-ce que c'est? Elle se base beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui se base sur des principes de thérapie systémique, donc familiale, donc qui s'intéresse au fonctionnement des systèmes, mais elle est aussi très très inspirée du combat politique de la résistance non violente, donc de Gandhi et de Martin Luther King. Et l'idée, c'était de travailler vraiment autour de la fonction d'encre parentale, c'est-à-dire d'une composante en fait triple qui comprend le travail sur le contrôle de soi. On fait des réponses différées, on ne répond pas à chaud, on diffère la réponse parentale et on essaye de la voir la plus contrôlée et maîtrisée possible. Ensuite, on essaye de résister aux escalades vers le haut, vers la violence ou vers la coercition, et aux escalades vers le bas, qui sont des escalades vers le finalement je laisse tout tomber, je me suraccommode, je me suradapte, c'est pas bon non plus. Et puis la persistance. Donc ça va être très proche aussi de cette dimension de présence parentale et on apprend par exemple aux parents à d'abord se construire par la ronde téléphonique une équipe de soutien qui va interagir avec l'ado, avec l'enfant en renfort pour vraiment appuyer et lever le secret aussi sur les comportements de l'enfant ou de l'adolescent au sein de la famille. Il y a des situations aussi où on apprend aux parents à faire des sit-ins dans la chambre de l'enfant quand les choses sont vraiment très très compliquées. Et souvent c'est du sit-in accompagné, ça peut être par un ami, par un voisin, par quelqu'un, mais il y a des tiers qui sont amenés dans la situation familiale. Et on essaye de renforcer la structure de ce qui est proposé, que les parents arrivent à définir leurs lignes rouges, qu'est-ce qu'ils acceptent, qu'est-ce qu'ils n'acceptent vraiment pas comme comportement. Et ça, c'est annoncé à l'enfant de façon relativement solennelle. En général, c'est un écrit que les parents vont lire à leur enfant ou à leur ado en disant « Voilà, nous avons réfléchi, nous nous sommes posés, et il y a des choses que nous ne pouvons plus accepter dans le fonctionnement familial. » Et il faut évidemment aussi résister à la suraccommodation. Alors, l'efficacité de la RNV dans le TDAH, elle a été examinée. On peut avoir des effets, c'est un essai randomisé contrôlé avec une évaluation par les parents. Donc les symptômes de l'enfant, ceux qui bougent, c'est les symptômes plutôt, on a vu en fait plutôt bouger les symptômes internalisés, c'est-à-dire anxieux et dépressifs. Ils bougent plus que les symptômes externalisés, ou en tout cas plus vite. Sur les symptômes de TDAH, ce n'est pas un traitement des symptômes de TDAH non plus. Ils sont, en post-traitement immédiat, il y avait une différence, mais ça ne se maintient pas nécessairement. Par contre, on a de l'amélioration claire du fonctionnement parental, avec un sentiment d'efficacité parentale bien amélioré et aussi tout le fonctionnement parental qui prend bien appui sur cette fonction d'encre et le fonctionnement familial beaucoup moins chaotique en suivi notamment. Alors, ça nous a inspiré à faire aussi notre propre expérimentation. Alors, à la base, la résistance non violente n'était pas pour des groupes. Donc là, on l'a adapté pour des groupes. Et là, vous avez le résultat. Donc, c'est accompagner les parents d'enfants avec des comportements tyranniques. Alors, le terme est pas forcément très heureux, je pense, mais malheureusement, c'est un peu ce qui s'est développé dans l'esprit grand public. Maintenant, c'est des enfants qui n'ont pas, on n'a pas nécessairement besoin d'un diagnostic pour faire un groupe de RNV. Il suffit d'avoir énormément de comportements problématiques au sein de la famille, parfois à l'extérieur aussi. Ces comportements, quels sont-ils? La violence envers un parent, un pouvoir de décision excessif, et quand je dis excessif, c'est vraiment, vraiment très, très, très net. Et la famille a un vécu de honte, les parents n'osent pas parler de ce qu'ils vivent, et parfois il y a aussi un impact financier. Qu'est-ce que ont ces enfants en pratique? Ils ont 70% ont un TDAH, un grand nombre ont des troubles anxieux, parfois associés,
Ils ont aussi des problématiques de dysrégulation émotionnelle, 56%, et aussi souvent des troubles du sommeil. Je vais un petit peu vite parce que je pense que le temps va être bientôt fini. Alors, les caractéristiques familiales sont un peu différentes de ce qu'on a dans le trouble oppositionnel standard, c'est-à-dire qu'on a quand même des familles qui ne sont pas classiquement ces familles précaires, vulnérables, etc. Non, non, c'est une majorité de familles intactes et des femmes qui sont particulièrement à haut niveau de performance sociale, et elles sont à plus haut niveau de performance sociale que souvent les pères. Alors, nous on a fait une étude là qui montre très très rapidement une diminution du stress parental. Et puis là vous voyez en fait en bleu la résistance non violente, donc vous voyez que le groupe témoin était un groupe témoin un petit peu particulier parce qu'ils ont reçu la résistance non violente juste 3 mois après, donc il y avait des effets d'attente visiblement très importants aussi, mais globalement quand même ça progresse sur les problèmes internalisés anxio-dépressifs, les problèmes externalisés et également sur les symptômes de l'enfant. Globaux, si vous voulez, un petit peu tout. C'est les symptômes un peu au sens global du terme. Ici, c'est l'anxiété et la dépression parentale. Alors, simplement pour vous dire qu'il y a un témoignage, que je ne vais pas pouvoir vous le dérouler complètement, mais si vous voulez voilà, je vous laisserai le diaporama. Par contre, ne le diffusez pas, vous pouvez le regarder, mais ne le mettez pas sur les réseaux sociaux. Les gens s'expriment librement, mais voilà, ils savent que c'est pour un congrès, mais je vous demanderai de ne pas diffuser le témoignage. Voilà, donc ça c'est le témoignage de la résistance non violente. J'aurai pas le temps de rentrer dans les détails de la thérapie multisystémique, mais vous les aurez aussi dans le diaporama. Donc voilà le témoignage. C'était quelqu'un qui a participé à un de nos tout premiers groupes et qui était vraiment, vraiment très très en difficulté au départ. Également ce profil de femme fonctionnant très très bien dans le champ professionnel, mais qui s'était complètement oubliée entre son enfant et son travail en fait, et du coup elle a pu vraiment je pense profiter des stratégies et puis aussi se recentrer sur ses propres besoins. Donc je vais m'arrêter là. Si on veut prendre un petit peu de questions, il vaut mieux comme ça. Oui, les questions sur est-ce qu'on touche toutes les familles, malheureusement en fait non, parce que déjà on ne touche pas les familles qui sont pas du tout, qui vont pas consulter du tout. Alors c'est sûr que maintenant les écoles et les partenaires sociaux sont quand même très attentifs pour accompagner les familles qui le nécessitent vers le soin, mais je ne peux pas dire si vous voulez qu'on touche comment. Par contre, on essaye d'avoir cette réflexion sur la pertinence de ce qui est proposé et sur, par exemple, quand on voit qu'une famille ne peut pas faire un programme sur 2 jours parce que ça va vite quand même, donc il faut, à ce moment-là, on a gardé les formats présentiels pour les familles qui ont besoin d'un accompagnement avec plus de temps, etc. Il nous arrive de faire aussi des visites à domicile et il nous arrive aussi de faire des interventions dans le milieu scolaire directement, parce qu'on essaye aussi évidemment quand les stratégies sont appliquées, qu'elles soient un peu partout, pas que dans la famille. Le but, c'est que l'environnement se positive partout. En fait, c'est ça l'objectif quand même. Voilà. Après, sur le côté fratrie, etc. Oui, ça nous arrive dans les suivis de voir les fratries. S'il y a des fratries adultes, on les prend dans les groupes, s'ils le souhaitent. On prend les grands-parents aussi, enfin on n'est pas très... Voilà, c'est pas que les parents qui viennent. Ça peut être des familles d'accueil, ça peut être... Voilà, on est assez... là, c'est assez facile d'ouvrir. Voilà, mais sur les très grandes, voilà, sur les grands retentissements familiaux, on essaye de faire, puis on a de la thérapie familiale aussi dans le service, donc on peut aussi faire ça. Une question. Après.
Bonjour, je vous remercie, c'était super intéressant de savoir qu'il existe des programmes comme ça. Moi je suis psychomotricienne, je travaille dans le secteur de la petite enfance. Et donc avec mes collègues médecins et psychologues, on passe beaucoup de temps à observer les enfants dans les crèches. Et je m'intéresse pas mal aux liens en fait. Je sais pas si vous accompagnez beaucoup de tout petits. Je sais que le dépistage il se fait pas chez les tout petits. Mais comme tout à l'heure on parlait de dépistage précoce, je m'interroge sur le lien entre le lien d'attachement, la qualité du lien d'attachement et les possibilités d'attention chez l'enfant. Parce qu'on observe des enfants parfois qui ont des grosses difficultés à se poser, à investir des jeux, à investir la relation, avec des difficultés vraiment, une qualité d'exploration qui n'est pas vraiment là. Et quand on va fouiller un petit peu, on voit bien qu'il faut aussi aller accompagner ce lien et parfois adresser la famille vers... ici on a l'USLP par exemple, des structures qui vont nourrir et vraiment soutenir le lien parent-enfant, voire accompagner les parents vers des soins. Voilà, j'ai oublié votre raison. Oui, alors en effet, comme il a été dit ce matin, il ne faut pas oublier que le TDAH a en fait une irritabilité très forte. Donc il est tout à fait possible que techniquement, si ce n'est pas un facteur périnatal qui a pesé sur l'émergence du TDAH chez un enfant donné, si ce sont des facteurs plutôt génétiques, vous avez la possibilité en fait, un parent sur deux est possiblement aussi concerné par le TDAH. Donc la question du repérage se pose chez les parents. Alors attention pour le lien d'attachement, parce qu'en fait, si on regarde le TDAH n'est pas une pathologie de l'attachement. C'est important de poser ça comme ça, parce que en fait, il y a bien des choses qui montrent que avoir un enfant avec un TDAH dans une famille désorganise quelque peu les liens parentaux, parents-enfants, mais c'est probablement pas causal. C'est-à-dire que mettons qu'on a pas mal d'études d'adoption qui montrent en fait que dans une famille qui n'est pas du tout biologiquement apparentée, etc., en fait, le fait de s'occuper d'un enfant avec un TDAH pose tellement de défis émotionnels qu'il y a des perturbations du lien, mais qui ne sont pas quelque chose, c'est pas une difficulté primaire. D'ailleurs, quand les symptômes de l'enfant s'améliorent, la relation parent-enfant, très souvent, s'améliore. Et elle n'est pas, au départ, c'est pas la carence affective, c'est pas l'environnement affectif qui produit le TDAH. Le TDAH, c'est vraiment un trouble du neurodéveloppement. Donc ça, c'est important de pas trop mélanger. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir les différentes couches de difficultés. Malheureusement, ça protège de rien, et on peut avoir des choses qui se superposent en termes de facteurs de risque et qui interagissent et qui se cumulent et qui en fait se potentialisent. Donc, avoir un TDAH, mettons dans une famille où il y a des difficultés de type affectif, négligence, éducation coercitive, violence, etc., ça augmente des risques de développer des troubles du comportement comme le trouble positionnel avec provocation, comme toutes les difficultés liées au trauma. Mais chez les tout petits, il faut faire très attention. Alors on peut repérer les premiers symptômes relativement tôt, malgré tout, bien avant 6 ans, la plupart du temps. On ne sait pas toujours si c'est stable, si ça va vraiment donner une trajectoire stable de TDAH, mais attention, parce que si vous commencez à travailler avec la famille sur un aspect uniquement de lien d'attachement, il faut à un moment dire à la famille que c'est pas avec le lien d'attachement qu'ils vont progresser, on va dire, dans le TDAH, parce que c'est finalement très souvent secondaire aux difficultés de l'enfant. Qu'on a ce genre de choses. Donc attention à bien rester factuel. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est important.
Je vois que vous êtes d'accord, merci. Je passe à d'autres questions. Moi je voulais poser une question. Bravo, merci. Vous avez développé un dispositif, on va dire, tout à fait innovant, hein, et complet. Comme tu sais, c'est une période où on s'intéresse à la formation, les futurs consoeurs et confrères et membres des équipes. Quelle est la part de cette, on va dire, de cette thématique dans les formations? Oui, excellente question. Je pense qu'on a trop peu de formation. On a fait des enquêtes en Occitanie sur le niveau de formation des praticiens qui s'occupent des enfants. Alors on a été sur le volet enfants, et notamment par rapport au TDAH. Donc on a demandé à des pédiatres, à des médecins généralistes, à des internes, et on a fait deux choses. On a évalué leur niveau de connaissance réelle avec un test de concordance de script, et on a évalué leur auto-perception d'efficacité, c'est-à-dire est-ce que je me sens capable de faire un diagnostic et d'accompagner un suivi d'enfants avec un TDAH. Et on a confronté ça et on a regardé par spécialité. Et le résultat est assez édifiant puisque en fait on a énormément d'hétérogénéité, notamment chez les psychiatres. Chez les psychiatres, on a des psychiatres qui cotent les tests de concordance de script au niveau expert, sans problème. Et puis, on a, l'intervalle de confiance est énorme, donc du coup, on a aussi des gens qui sont très, très, très loin d'avoir les connaissances de base. Donc, on se dit, non, mais là, il y a un problème. Les internes, c'est plutôt mieux. Ce qu'on a vu aussi, c'est que le fait d'avoir ne serait-ce qu'une heure de formation, une heure de formation post-universitaire augmente les connaissances de façon significative. Et que plus, évidemment, on a un DU TDAH, par exemple, évidemment, là, on arrive très très bien. Mais même des formations de courte durée sont plutôt... s'impriment visiblement bien, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais il faut encore... on a des années à rattraper, quand même. Parce qu'on a des années à rattraper de ne pas prendre en considération le TDAH, de le balayer comme un trouble qui de toute manière s'arrête voilà, au début de l'âge adulte. Bon, bref, on a du rattrapage à faire. La bonne nouvelle, c'est que ça va peut-être pas être si difficile que ça si toutes les énergies sont voilà, bien coordonnées. Parce qu'il faut former non seulement les médecins, mais il faut former toutes les professions associées et les professions, j'ai envie de dire vraiment là où c'est très très crucial, c'est l'aide sociale à l'enfance, tous les métiers de la protection de l'enfance, les métiers de la justice. Quand on voit par exemple les éducateurs qui travaillent à la PJJ, etc., c'est très très important qu'ils sachent et qu'ils puissent repérer, accompagner vers le soin. Nous, on a... Voilà, ne serait-ce qu'avoir une attitude cohérente et factuelle aussi par rapport au traitement. C'est voilà, moi je ne sais pas, il peut y avoir tellement de poids, des mauvaises représentations sur les traitements que les jeunes vont arrêter leur traitement parce que quelqu'un leur dit ah ben ouais mais toi tu te drogues. Donc ça on a eu des effets parfois dévastateurs. De quelqu'un qui était bien intentionné mais qui était à côté de la plaque. Donc j'ai envie de dire aussi que c'est un peu chacun dans ses compétences mais qui doit quand même avoir un minimum de vision globale pour que les choses avancent mieux dans notre prise en charge. Merci. Bonjour, je vous remercie pour votre intervention. J'ai des questions qui sont un petit peu liées. Je me demandais s'il y avait des critères d'exclusion, notamment en termes d'âge de l'enfant, et si des différences de résultats avaient été constatées, notamment par rapport à l'âge, justement. Je pense à des problématiques adolescentes qui viendraient s'ajouter à celles du TDAH, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, excellente question. Dans les études qui évaluent les PEHP, on a très clairement un effet d'âge. Plus l'enfant est jeune, meilleure est l'efficacité.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien proposer aux parents d'enfants plus grands, d'adolescents, voire aux parents de jeunes adultes. Par exemple, sur le programme de résistance non violente, parfois les psychiatres adultes nous adressent des parents. Et franchement, la RNV, c'est quelque chose de beaucoup plus... ça touche beaucoup plus au fonctionnement systémique familial et ça a peut-être plus de sens pour... voilà, plutôt que de jouer juste sur des aspects qui sont quand même plutôt très comportementaux dans les PEHP classiques, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, la RNV, et puis après la thérapie multisystémique que je ne vous ai pas montré, mais qui est l'intervention intensive à domicile pour des adolescents avec des troubles de conduite, c'est ce qu'il y a de mieux évalué en fait. Mais c'est encore, on est la seule équipe pour l'instant en France qui le faisons, j'espère que ça va se développer. Merci. Le programme que vous avez évoqué, donc, est-ce que c'est spécifique à la région Occitanie ou il existe un peu partout sur l'ensemble du territoire? Alors la RNV, elle existe à Tours, en tout cas d'après ce que je sais, l'équipe de Tours a développé avec une psychologue, c'est Valérie Aubron, qui s'est formée aux techniques avec nous quand ma mère est venue à Montpellier. Et je pense qu'il doit y avoir, si elle travaille encore ici, ce que je ne sais pas par contre, c'est qu'il doit y avoir peut-être un CNP ou voilà, ça doit avoir émergé aussi à Tours dans mes informations. D'accord. Si elle n'a pas déménagé, ses compétences. Mais vous trouvez les livres, hein. Vous trouvez les livres et avec les livres, vous pouvez... c'est des choses qui peuvent se développer. Les manuels, ils ont été faits pour ça. Hein. C'est pour que ça se développe et que ça ne reste pas confiné chez nous. Hein. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour, je suis Tiffany Loin, je suis psychologue au sein de l'association Les Elfes et je voudrais justement rebondir sur ce que vous disiez. J'ai été formée par Valérie Aubron à la RNV et avec un collectif et aussi un collègue de l'association La Source, on continue à travailler autour de la RNV auprès des familles, mais également auprès des professionnels dans les écoles et puis les professionnels du médico-social aussi. Donc, voilà, on tend à former et à sensibiliser. Super. Écoutez, je suis ravie d'apprendre que ça a perduré après les premières formations communes. Super. Bravo. C'est bon, on arrête les questions.